Bonsoir, ici Martin Saint-Pierre. Cette semaine, à Visionnaire d'affaires, nous recevons Guillaume Moras, ingénieur forestier chez Horizon SF. L'industrie forestière est un levier de développement économique majeur pour la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Pour bâtir une entreprise de qualité, il faut valoriser un lieu à la mesure des gens qui y vivent, en misant sur le talent, la créativité, l'audace et le développement personnel. C'est ce qu'ont fait Guillaume Moras, Marc Périgny et Éric Sourdif, trois ingénieurs forestiers qui, en avril 2004, ont mis en commun leur expérience et expertise dans le domaine de la forêt publique et privée pour développer l'entreprise Horizon SF que nous connaissons aujourd'hui. La consolidation des expériences de travail acquises au fil des années par les fondateurs et l'arrivée de nouveaux administrateurs en Daniel Corriveau et Frédéric Bédard leur confère un large potentiel quant à la diversité et la qualité des travaux qu'ils exécutent en Abitibi-Témiscamingue et dans le nord du Québec, que ce soit pour l'aménagement de la planification de l'inventaire forestier dans la région, que dans la réalisation de travaux de déboisement et de récolte, que dans la construction de chemins et dans l'organisation de consultations auprès des communautés autochtones. Les trois bureaux d'Horizon SF de Sainte-Terre, Val-d'Or et d'Amos contribuent à une offre de services régionalisée et de qualité. Chez Horizon SF, la quinzaine d'employés partagent tous les mêmes valeurs, soit celle de jumeler le travail avec le plaisir et la vie familiale. Horizon SF, notre passion, votre forêt. Guillaume Moras, bienvenue à Visionnaire d'affaires. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir de vous rencontrer. On disait en introduction, il y a quelques instants, que vous avez démarré votre entreprise en avril 2004. Pourquoi avoir créé Horizon SF? Moi, en fait, c'est pas moi l'instigateur de l'idée, c'est deux de mes amis qui ont eu l'idée autour d'un café, disons. On peut dire une bière, c'est pas grave, là. Donc, c'est eux qui m'ont approché, qu'ils voyaient qu'il y avait un marché qui se dessinait parce qu'il y a des firmes de l'extérieur qui venaient faire des mandats. Ah oui, OK. En région. Puis nous, on avait l'expertise de le faire, le potentiel de le faire. Donc, ils m'ont approché puis ils ont dit « Guillaume, ça te tente-tu de te lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat? Donc, initialement, on était trois en 2004. Et les deux autres se sont ajoutés au fil du temps? En 2007, Daniel s'est joint à nous. Puis au printemps dernier, Frédéric s'est joint à nous. On est rendu cinq dans Horizon. OK. Parlons quelques instants de votre parcours professionnel, si vous me permettez. Vous disiez il y a quelques instants votre expertise qui était déjà présente dans la région avec vos associés lors du démarrage de l'entreprise. D'où vous est venue l'idée de votre formation d'ingénieur forestier? Bien, moi, en fait, c'est une histoire de famille. Mon grand-père était en forêt. Ah oui? Mon père est ingénieur forestier aussi. Mes oncles sont propriétaires de machinerie. Okay. Donc, moi, ça a commencé tôt. Au lieu de jouer avec des Tonka, ben, j'avais des vraies manettes dans les mains. Avec des grosses machines. Avec des grosses machines. Donc, ça a commencé comme ça. Ensuite, travaux civicoles, scie mécanique, débroussaillage. Puis, de fil en aiguille, j'ai décidé de poursuivre à l'école, faire ma formation en foresterie. OK. Puis ça donne, je crois, à l'Université Laval. L'Université Laval, oui. OK. Ouais. Donc, vous avez fait votre 3 ans d'université à Québec. Oui, 4 ans. 4 ans. Vous êtes revenu immédiatement ici en région? Non, j'ai fait des stages en région. Okay. Moi, toutes mes expériences plus jeunes étaient dans le coin de Québec. Ah oui? Ma famille je suis natif de Québec, okay. Je suis un gars de Québec. Je dis souvent que je suis un réfugié d'Abitibi. Fait que j'ai fait des stages durant mes cours à l'université. Durant les étés en Abitibi. Puis, quand j'ai terminé mon cours, ben, j'ai déniché un emploi pour une scierie ici, Scierie Landrienne. Donc, ça s'est fait combien de temps après votre formation? 1 an après. 1 an après? Un an après, donc, oui. Vous arriviez ici en région? Oui, oui. Et comment vous aviez perçu cette industrie-là lors de votre arrivée en région? Parce qu'on le sait, c'était le cœur, et j'espère encore que ça le demeure aussi, le cœur du développement de l'industrie, du développement économique dans la région, le secteur forestier. Ouais. Comment vous perceviez cette industrie-là à votre arrivée? Bien, quand tu es nouveau dans le secteur, tu vois où est-ce qu'il y a de l'emploi.
Puis l'Abitibi, c'était pas mon premier choix. Je suis venu par curiosité, prendre l'expérience. Puis une fois en place ici, ben j'ai vu que j'aimais le coin. Puis je l'ai adopté, puis je suis ici, ça fait 13 ans, puis toujours heureux en Abitibi. Revenons en arrière, donc votre formation de 4 ans à l'université, 1 an plus tard, vous arrivez ici. Donc, c'est écoulé combien d'années dans d'autres emplois? Et parlez-moi justement de ces autres emplois-là avant la création de Horizon SF en 2004. En fait, j'ai eu un emploi. J'ai travaillé 4 ans pour une série, qui est Série Landrienne. J'ai travaillé comme ingénieur forestier, comme planification forestière. J'ai fait une couple d'années aussi sur le terrain, comme contremaître. Apprendre tous les rouages d'un chantier, toute la logistique, comment que ça roule vite sur les chantiers, puis c'est là que j'ai appris, puis c'est là que j'ai développé le sens des gestions de projet, de faire rouler un chantier. Fait que quand on s'est lancé à notre compte, bien, j'avais déjà des bonnes balises. C'est une bonne expérience. Ouais. Essentiellement, c'est un peu le même genre de responsabilité, de tâches que vous avez actuellement dans votre entreprise? Oui, absolument. Absolument. Tout chantier est différent. Chaque chantier a sa température, ses délais, ses gens, ses entrepreneurs, parce qu'on va faire affaire avec des entrepreneurs aussi, parce qu'on n'a pas de machinerie à nous. On fait de la gestion de projet. On est comme entrepreneur général en foresterie, donc on n'a pas de machinerie. On n'est pas propriétaire de machinerie. Donc, toute la logistique de chantier pour que ça aille bien, bien, j'ai développé pour le compte de Série Landrienne. OK. C'est quelque chose qui pourrait venir dans l'avenir, justement, de posséder vos propres équipements pour étendre peut-être le type de service que vous pourriez offrir? Je pense pas. À un moment donné, il faut avoir chacun nos spécialités. Puis je pense pas que de tirer trop large, tirer dans le sens comme expertise. Quand on tire trop large, à un moment donné, on dilue la qualité de l'ouvrage. Donc, la machinerie, je laisse ça aux spécialistes qui en possèdent. Puis moi, je gère les projets. Je gère les projets. Ouais. De toute façon, tout cet équipement-là sont d'autres entreprises dans la région, je suppose, et ce sont des partenaires d'affaires pratiquement au quotidien avec vous, Absolument. qui sont des fournisseurs privilégiés. Absolument, oui. Donc, d'avoir cette expertise-là régionale est importante pour une région comme la nôtre? Ben oui. D'avoir à proximité ce genre d'expertise-là ou ce genre d'équipement-là qui peut être utilisé là, au quotidien? C'est sûr. C'est sûr. La proximité, en plus, là, je tombe dans la logistique de chantier, les fardiers. Les fardiers, c'est une grosse partie des coûts d'un chantier. Donc, d'avoir des entrepreneurs spécialisés avec leur machinerie à proximité de nous, c'est un plus, c'est sûr. Parlons un peu de vos clients. Qui fait affaire avec Horizon SF? Actuellement, c'est les industriels. On est présent surtout en forêt publique. OK. Actuellement, c'est les industries, les usines de sciage qui font affaire avec nous. Et ça jusqu'en avril 2013, nouveau régime forestier qui s'en vient, parce que pas l'expertise, mais l'ouvrage va venir de d'autres parce que toute la planification forestière va être transmise aux mains du ministère. Les travaux civicoles, c'est le ministère qui va prendre ça en charge. Donc, les donneurs d'ouvrages vont être différents à partir d'avril. À partir du mois d'avril, nouveau régime forestier. J'aimerais qu'on en parle dans quelques instants, mais juste avant de faire une première pause, votre slogan que vous véhiculez beaucoup, qui est notre passion, votre forêt, qu'est-ce que ça représente pour vous et quelle est l'importance, ce slogan-là ou cette façon de voir votre industrie vous est chère? Bien, nous, en fait, même quand on n'est pas au travail, on parle de forêt. La forêt, c'est dans notre sang. On y croit beaucoup. On y croit, puis on aime ça, la forêt. Ça se régénère, c'est une ressource durable. C'est une ressource qui évolue. Puis nous, on est passionnés par ça. Même si on ne travaillait pas, même si ce n'était pas notre gagne-pain, je pense qu'on serait aussi passionnés parce qu'on est tous des amateurs de chasse, pêche, de promenade en forêt. Fait que même si on n'est pas au travail, ça se reflète quand même du côté familial. Oui, si je peux voilà. Ouais.
Et c'est pas étranger, comme vous disiez au tout début de l'entrevue, que cette passion-là vous a été transmise par votre famille, principalement vos parents? Oui, par ma famille. Bien, mon grand-père a été en grande partie, c'est lui qui m'a initié à la forêt. Okay. On travaillait fort, mais il m'a appris à aimer travailler. Puis lui, il travaillait en forêt, donc il m'a appris à aimer la forêt. Puis quand on s'est joints, là, on est rendu 5 dans la compagnie, dans Horizon, puis on est 5 passionnés. On vient de milieux différents, mais on est 5 autant passionnés de la forêt les uns que les autres. Vous l'avez abordé en tout début aussi, et ma dernière question avant la pause. Votre passion semble effectivement très, très refléter ce que vous êtes au quotidien, ce que vous semblez évidemment partager avec votre clientèle, je suppose. Comment se concrétise le rôle d'ingénieur forestier avec le rôle d'entrepreneur? Parce que là, évidemment, vous êtes à la tête avec vos associés d'une entreprise qui est en croissance. Les objectifs à atteindre, évidemment, comme entreprise, la gestion du personnel, la gestion de projet, c'est certainement pas facile à tous les jours. Comment ça se concrétise au quotidien? Bien, c'est ce qui fait notre force. On est 5. On a 5... on a la même vision, mais on a 5 façons d'arriver aux objectifs différents. Okay. Un passionné, parmi les 5, il va se faire dire « Attends un petit peu, on va calculer ». Puis l'autre va dire « Attends un petit peu, on a-tu la ressource humaine pour y arriver? » Puis on a-tu... Fait que l'analyse de chaque dossier, même étant passionné, toutes les 5 de forêt, il y a une analyse à faire, puis on la fait à 5, ça se fait mieux que tout seul. Ça se converge quand même dans le bon sens. Oui, parce qu'on veut et dans l'évolution d'entreprise. Et voilà, oui. Sûrement que quelqu'un, de temps en temps, de vos associés s'est fait ralentir, ou peut-être même vous. Oui. Dans les idées, peut-être, oui, des idées de grandeur. Surtout au début. Oui. Surtout au début, parce que on l'aurait dit et on le dit souvent, il ne faut pas mêler les émotions et les affaires. Puis au début... moi, je n'avais pas d'expérience comme entrepreneur. On a tout appris. On a fondé notre compagnie. Puis on a appris, en fondant notre compagnie. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui se passaient au début qu'on ne refait pas. Puis c'est là qu'on a appris. Donc, oui, on s'est fait freiner. Mais par après, on se rend compte qu'on a bien fait de se faire freiner parce que c'est ce qui fait la force d'une équipe. Ça prend des accélérateurs, mais ça prend des freins absolument, aussi. Pour avoir un bon équilibre. Oui, oui. Avant de rentrer en ondes, vous me disiez que vous aviez une anecdote lors du démarrage de cette entreprise-là. Gardez ça et au retour de la pause, on en reparle. Donc, faisons une petite pause et dans quelques instants, revenons avec notre invité de cette semaine, Guillaume Moras. À tout de suite. De retour avec Guillaume Moras, ingénieur forestier chez Horizon SF. Guillaume, avant la pause, j'ai mentionné que vous aviez une anecdote pour nous que vous voudriez peut-être partager, qui revient lors de la création de votre entreprise en 2004. Quelle est-il, cette petite anecdote? Bien, c'était vraiment les premiers jours, parce que quand on crée une entreprise, on n'a pas de contrat. Quand tu n'as pas de contrat, il faut que tu cherches des employés. Donc, le premier employé que j'ai rencontré, je lui ai dit, on a un projet d'inventaire, j'ai un petit contrat d'inventaire 3 jours, à 150 km dans le bois, puis il dit, go, on y va. Fait qu'on monte en pick-up, 2 skidoo, puis toute la gear pour faire l'inventaire. Le chemin est pas ouvert, il y a un pied de neige, puis fait qu'on se rend sur place, pas trop sûr où ce qu'on est, à Brunante. Donc, on se trouve un camp. Finalement, on n'est pas capable de se rendre au camp où ce qu'on voulait aller. Trop de neige. Non, il faisait noir. Il fallait traverser un lac. Okay. Fait qu'on couche dans un camp. Le lendemain matin, on se lève. On s'est fait voler notre bouffe par un... Je suppose que c'est un renard. Je ne suis pas technicien en faune, mais c'est un renard qui nous a volé notre bouffe. Puis les grosses journées, puis l'incertitude. On ne sait pas trop ce qu'on est. Puis dans ce temps-là, les GPS étaient moins sophistiqués. Effectivement. Depuis 8 ans. Puis en revenant, moi, j'étais certain que mon potentiel d'employé
allait dire « T'es fou, je travaille pas en forêt », mais il m'a dit « C'est super, j'ai adoré l'aventure, on continue », puis cet employé-là, Daniel Dumais, est encore avec nous, ça fait 9 ans, puis il adore son aventure. Puis, La morale de cette histoire, après 9 ans, qu'est-ce qu'on doit retenir? Ah, bien, c'est les aventuriers, pour être entrepreneur, il faut être aventurier. Et ça faisait partie d'une des étapes que vous avez vécues dès la première journée comme entrepreneur. Sans le vouloir, je ne pensais pas que ça allait être comme ça, mais ça l'a forgé son caractère. Mais déjà qu'il y avait déjà ce caractère-là, mais ça montrait comment allait être Horizon. Parlons maintenant il y a plusieurs changements qui vont survenir dans les prochains mois, dans les prochaines années dans l'industrie forestière au Québec, en Abitibi-Témiscamingue également, dont entre autres la mise en place par le gouvernement du Québec d'un régime forestier. Quels sont selon vous les impacts que ça va avoir, notamment pour la région, l'implantation de ce régime-là? Les donneurs d'ouvrage. Les donneurs d'ouvrage ne seront plus les mêmes. On le sait qu'il y a de l'ouvrage qui va se donner parce que les travaux, il faut qu'ils se fassent. La forêt est là. Les aménagements, il faut qu'ils se fassent. Faut qu'il y ait du bois qui soit exploité parce qu'il y a encore des scieries et des papetières qui sont là. Donc, c'est les donneurs d'ouvrage. L'ouvrage ne viendra pas de la même place. Puis, ça va aussi élargir le nombre de clients parce que c'est des travaux qui vont être lancés sur... il y a plus de travaux qui vont être lancés sur le marché libre. Donc, ce ne sera pas seulement potentiellement des entrepreneurs de la région qui vont pouvoir décrocher ces contrats-là. Il y a une crise assez sévère qui subit actuellement depuis quelques années dans la région. Donc, est-ce que ce régime-là va améliorer cette sortie de crise-là ou va favoriser plutôt cette sortie de crise-là, selon vous? Je ne sais pas si c'est vraiment ça qui va faire qu'on va sortir de la crise parce que pour sortir d'une crise, ça prend un marché. Donc, même s'il y a un nouveau régime forestier, une nouvelle loi sur les forêts, ou si le marché n'est pas là, on va frapper un mur parce que c'est ça le goulot d'étranglement quelque part pour une économie. Puis, il semble que le marché est en train de débloquer parce que la construction reprend aux États-Unis. Puis c'est notre... Ça, c'est votre boule de cristal qui dit ça ou les éléments font en sorte qu'on peut présager une réelle relance? Oui, des économistes qui entrevoient que ça va aller mieux les prochaines années. On a le fond du baril est derrière nous. Parlons de la main-d'œuvre. Il y a le secteur minier aussi qui est très présent, qui jouit d'un bon développement dans la région depuis quelques années. L'industrie forestière, vous le disiez, va probablement avoir une relance qui devrait être significative. 2 secteurs névralgiques pour le développement économique dans la région. Et je vais en parler tout à l'heure, d'ailleurs, avec le président de la Chambre de commerce du Centre Abitibi. Pour vous, d'avoir 2 secteurs d'activité comme ça, qui sont similaires d'une certaine façon. Comment va être le recrutement de la main-d'œuvre pour vous au cours des prochaines années? Difficile. C'est déjà enclenché. Malgré la crise, il y a beaucoup d'emplois qui s'ouvrent en foresterie, autant comme au niveau de l'ingénierie que au niveau technique en forêt. Donc oui, ça s'annonce... L'origine du problème, c'est où? C'est à la formation, il n'y a pas assez de finissants, ou c'est parce que les entreprises s'arrachent les meilleurs employés et que ça devient plus difficile pour le secteur? Quand il y a une crise dans n'importe quel domaine que ce soit, c'est moins attirant pour les jeunes d'aller se faire former dans ce domaine-là. Puis, en plus de l'opinion publique, ça fait plusieurs années que c'est difficile de dorer l'image de la forêt, parce que pour produire des planches, des 2x4, il faut couper de la forêt, il faut couper des arbres. Absolument, oui. Puis, dès les premières années, on dit aux étudiants que c'est pas si bien que ça, couper un arbre. Donc, l'opinion publique sur la foresterie est difficile, en plus de la crise forestière. Donc, le nombre d'étudiants qui rentraient dans les centres de formation en foresterie a diminué beaucoup. Si je comprends bien, est-ce qu'on peut comprendre que l'industrie forestière a mauvaise presse actuellement au Québec?
Ce qui fait en sorte que le ralentissement ou le redémarrage est peut-être un peu plus difficile qu'on peut le présager? Je pense que oui. Je pense que oui. C'est important de dire à nos jeunes que on ne coupe pas les forêts, on les aménage. Une forêt, c'est un jardin. Puis quand les arbres sont mûrs, bien, il faut les couper, mais découper, c'est pas mal. On aménage la forêt, puis on transforme le bois. Il y a du CO2 qui est capté avec ça. C'est l'une des solutions, selon vous, de passer vers ce genre d'initiative-là? Absolument. Absolument. D'intégrer plus de bois dans les constructions commerciales. Actuellement, il n'y en a pas beaucoup. Non. C'est beaucoup acier-béton. Donc, d'intégrer du bois, c'est faisable. Ils le font dans les pays scandinaves. Ils font des bâtiments jusqu'à 8 étages en bois. Donc, c'est faisable. Il s'agit juste d'amener, d'être patient. Ça va venir. Est-ce qu'on peut penser que ces pays scandinaves-là sont davantage innovants dans leur façon de faire ou dans leur innovation technologique qu'ici au Québec et en Abitibi-Témiscamingue? Non, c'est parce qu'ils ont commencé avant. OK. Ils ont connu la guerre, ils ont eu des dures années, bien avant nous autres. Donc, ils n'ont pas eu le choix de développer des nouvelles technologies puis face au bois. Puis aussi, les forêts ressemblent beaucoup à la forêt boréale d'ici. Donc, ça a été un moyen de sortir de ça, de pousser vers des technologies puis avec le bois. Si vous permettez, on va faire une deuxième petite pause. Après la pause, je vais m'entretenir avec le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Centre Abitibi, Donald Blanchet, qui me parlera à son tour de la perception qu'il aura pour l'avenir du développement de l'industrie forestière ici dans la région et au Québec. Donc, on revient dans quelques instants en compagnie de Donald Blanchet de la Chambre de commerce et d'industrie du Centre Abitibi. Après la pause. De retour à Visionnaire d'affaires, je suis maintenant en compagnie de Donald Blanchet, président de la Chambre de commerce et d'industrie du Centre Abitibi. Bonsoir. Bonsoir, Donald. Je l'ai mentionné à mon invité il y a quelques instants avant la pause. Selon vous, quel est l'avenir de l'industrie forestière dans la région d'Abitibi-Témiscamingue? Bien, on sait que dans les 10 dernières années, ça a été extrêmement difficile pour toute l'industrie forestière. On n'a qu'à penser aux nombreuses fermetures, autant au niveau du sillage que des papetières. Mais là, on peut voir maintenant, depuis quelques mois, un redressement aux États-Unis. Ce redressement-là ne peut évidemment qu'améliorer la situation économique au niveau de nos scieurs. Et un des avantages quand même qui nous a permis dans le secteur d'Amos de passer à travers, c'est qu'on avait quand même des scieurs indépendants parce qu'on regarde tous les grands groupes intégrés, c'est justement là qu'il y a eu beaucoup de fermetures. Ici, nos scieurs indépendants étaient solides financièrement, étaient proactifs et ont réussi justement à passer à travers cette crise-là. Donc, du côté du sillage, je pense, dans le secteur, ça devrait bien aller. L'usine Résolue a annoncé quand même des investissements qui consolident un peu avant les fêtes, usine. Oui. Donc, ils devraient aider. Le gros problème dans le secteur d'Amos, c'est quand même l'usine Temlam. Par rapport à ce produit-là, il va falloir encore, d'après nous, quelques années avant que le marché soit assez robuste pour prendre la production de l'usine. Mais la problématique est l'approvisionnement, non pas la quantité, parce que je pense que puis l'information qu'on a, c'est que la quantité, elle est là. Mais le problème, c'est que ça prend du bois qualité déroulage dans un arbre où il faut aussi avoir une qualité pâte. Où va aller ce bois-là? Donc, sortir la forêt juste pour le 30-40 de l'arbre qui peut servir au déroulage pourrait coûter cher. Donc, il y a une problématique de ce côté-là qu'il va falloir travailler. Dites-moi, est-ce que la demande mondiale est suffisante pour que cette usine-là reprenne vie au cours des prochaines années? On s'est beaucoup battu dans la région pour avoir des usines de seconde et de troisième transformation. Je pense que c'est exactement dans cette optique-là. C'est du bois d'ingénierie. Donc, oui, je suis convaincu qu'il y a un avenir pour ce produit-là. Mais il faut que les États-Unis continuent cette reprise. Il faut que la Chine, au niveau de la Chine, continue aussi à pousser l'économie mondiale. Et comme je disais précédemment, au niveau des coûts d'approvisionnement, il faut trouver des solutions. Mais ce type de produit-là, c'est quand même un produit qui a sa place sur le marché.
Je me dois de faire un parallèle avec un autre moteur de développement économique dans la région, le secteur minier. La semaine dernière, la ministre des Ressources naturelles, Martine Ouellette, était présente dans la région. Elle a entre autres confirmé ou reconfirmé la tenue d'un forum sur les redevances minières au printemps. C'est de bon augure pour la région? Ce qu'il faut voir, c'est qu'il faut éviter de cristalliser le débat uniquement sur les redevances minières. Je pense qu'il faut voir la fiscalité minière dans son ensemble. Parce qu'une mine, ce n'est pas que des redevances. Une mine, ça paie quand même des salaires à des travailleurs, ça la jette chez des fournisseurs et ça paie des redevances. Donc, arrêtons de voir ça de manière réducteur. Voyons ça dans sa globalité. Voyons ça dans un ensemble plus large et parlons de fiscalité minière. Et je pense qu'à ce moment-là, le débat pourrait être beaucoup plus sain et beaucoup plus réel au niveau de l'information qui va être donnée. Quels pourraient être les impacts pour la région dans ce cas-ci? Bien, comme je dis, ce qu'il faut éviter, c'est de cristalliser ça uniquement sur les redevances, où on parle de redevances et ensuite de redevances sur des surprofits. C'est quoi le niveau d'un surprofit? Qui peut décider qu'est-ce qu'un surprofit? Il faut comprendre que l'industrie minière, c'est des infrastructures qui coûtent des centaines et des centaines de millions. Alors, si on décrète que plus que 8 ou 10 c'est un surprofit, il n'y a plus une compagnie minière qui va décider de s'installer. Parce que quand les opportunités sont là, quand le marché est bon, c'est là qu'il faut payer les infrastructures minières. Ce n'est pas une industrie, on pourrait dire normale, c'est une industrie cyclique. Quand que ça passe, il faut payer nos choses. Donc, la notion de profit normal doit être prise avec des pincettes. Est-ce que l'industrie forestière est aussi un peu cyclique? Oui, définitivement. C'est le même genre, mais on a vu qu'on a passé un cycle très bas et on a vu ce qui s'est passé. On a fait un parallèle avec le secteur minier. Ça me permet peut-être d'en faire un autre, surtout principalement concernant la main-d'œuvre. J'en ai parlé avec mon invité il y a quelques instants auparavant. Est-ce que le secteur forestier va subir peut-être les mêmes problématiques dans les prochaines années que vit actuellement le secteur minier dans le recrutement de sa main-d'œuvre? Je suis convaincu actuellement que tout ce qui s'appelle région ressources va le vivre. Peut-être même encore plus le secteur forestier parce qu'évidemment, à cause de la situation qu'on a vue dans les 10 dernières années, la main-d'œuvre a vieilli et les jeunes ont été moins attirés pour plein de raisons vers ce secteur-là. Donc, au niveau des facultés, au niveau des cégeps, il y a beaucoup moins de monde au niveau de la relève. Et vu que les travailleurs vieillissent, dans les prochaines années, quand la croissance va repartir, il va y avoir une forte demande. Beaucoup de gens vont partir et il n'y aura pas beaucoup de jeunes. Alors oui, au niveau forestier, j'en suis totalement convaincu. Puis au niveau minier, même problématique, tout ce qui s'appelle ressources, on est en croissance. Il va falloir véritablement qu'on mette des programmes de formation agressifs. Il va falloir aussi qu'on soit innovateur. Et un des éléments qu'il faut absolument, pour moi, préconiser, c'est qu'il faut amener nos amis autochtones à travailler dans les ressources. Mais il y a une véritable concertation qui est à faire quand même avec eux. Définitivement, mais de plus en plus, on le voit, ils sont de plus en plus mêlés au projet d'exploitation des ressources. Il y a des gens qui s'impliquent, il y a des gens qui créent des entreprises, il y a des gens qui veulent travailler, ils ne sont peut-être pas toujours supportés comme ils devraient. Je pense que globalement, la société, les entreprises minières, les entreprises forestières, on doit se tourner vers ce réservoir de main-d'œuvre-là qu'on connaît, qui sont chez nous, qui sont habitués à notre climat. Puis je suis convaincu qu'ils sont capables de suppléer une partie de cette problématique-là. Bien, sur ce message d'espoir, M. Blanchet, merci encore une fois de votre passage à Visionnaire d'affaires. On se donne rendez-vous dans 2 semaines. Merci beaucoup. Merci. Au retour de la pause, le dernier droit de mon entretien avec Guillaume Moras de Horizon SF. À tout de suite. De retour à Visionnaire d'affaires et je suis toujours en compagnie de Guillaume Moras de Horizon SF. Dernière partie de notre entretien, Guillaume. Parlons un peu d'avenir. Le gouvernement du Québec est sur le point de lancer sa nouvelle charte sur le bois. Quelles seront les conséquences pour le développement futur de votre entreprise, cette nouvelle charte-là? Nous, au niveau des services, c'est sûr que ça va avoir un impact parce que, quelque part, pour avoir des services, il faut qu'il y ait de l'exploitation forestière. Pour avoir de l'exploitation forestière, il faut qu'il y ait un marché. Puis le marché, il faut qu'il se développe. Il faut avoir des nouveaux produits parce qu'actuellement, les usines de pâtes sont en déclin. Donc, il faut des nouveaux produits. Puis ça, c'est une façon de pousser un nouveau marché, d'avoir une charte du bois. Puis ça va pousser les ingénieurs en bâtiment, par exemple, à faire des structures de bois. Malgré que votre entreprise est encore jeune, comment envisagez-vous l'avenir avec ce secteur d'activité-là qui va quand même subir beaucoup de changements au cours des prochaines années? Nous, on voit ça d'un œil plus que positif.
On a passé au travers de la crise. On a créé l'entreprise en 2004, début de la crise. Puis on a quand même évolué dans le secteur forestier malgré la crise. Donc, l'avenir ne peut qu'être meilleur pour nous. Le temps file. Malheureusement, j'ai peut-être le temps d'une dernière question et je la réserve toujours à la fin pour chacun de mes invités. Si vous aviez à transmettre une recommandation ou un conseil à un jeune entrepreneur qui souhaite démarrer son entreprise, ça serait quoi ce conseil? Bien, c'est de croire en son produit. Premièrement, c'est lui qui va le croire le plus en son produit, c'est lui qui va créer son entreprise. Donc, c'est d'y croire. Puis de bien s'entourer. User d'humilité parce que de se dire je suis pas bon dans tel domaine, je le laisse à un autre, ça prend de l'humilité. Puis je pense qu'en affaires, il faut bien s'entourer. Bien s'entourer puis de croire en son produit, je pense que c'est les deux éléments importants pour se lancer en affaires. Très beau message que vous transmettez à ces jeunes-là. Guillaume Moras, ingénieur forestier chez Horizon SF, merci beaucoup de votre passage à l'émission. Merci à vous. En espérant qu'on aura pu aider les téléspectateurs à éclaircir un peu c'est quoi l'industrie forestier. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines où nous recevrons Suzanne Blais de l'entreprise Frérot Sorette qui nous partagera son parcours professionnel. Merci et à bientôt.